Comme je l'avais promis dans mes précédentes vidéos, nous allons parler du Canon R3. Je vous dis tout juste après l'intro. Alors, je l'avais promis dans deux de mes précédentes vidéos, en particulier sur les actualités Canon R5 Mark II et Canon R1, que j'allais vous parler du Canon R3, puisque au moment de son lancement, j'avais choisi de le précommander, donc je l'utilise depuis le début de sa commercialisation. Je vais tout de suite vendre la mèche, c'est un boîtier que j'apprécie énormément utiliser, j'en suis extrêmement satisfait, donc ça vous donne le ton que va avoir cette vidéo. Mais du coup je vais vous en parler, parce qu'évidemment maintenant qu'on a deux nouveaux boîtiers très haut de gamme chez Canon, à savoir le R5 Mark II et le R1, le R3 en occasion va pouvoir éventuellement vous intéresser, vous allez vous poser des questions, est-ce que c'est le moment ou pas d'acheter du Canon R3? Donc on en parle maintenant. Le Canon R3, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? C'est bien évidemment un hybride monobloc, le tout premier hybride monobloc de la gamme R chez Canon. C'est un monobloc d'1 kg. Ça c'est assez exceptionnel, hein, parce que souvent les monoblocs c'est plutôt 1,3 kg, 1,5 kg. Avant, juste avant d'avoir le R3, j'étais Nikoniste et mes monoblocs faisaient 1,5 kg. Autant dire que j'ai senti la différence. On a un capteur de 24 millions de pixels, donc ça, de mon point de vue, c'est un des meilleurs compromis. Parce qu'on a, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la définition, on a une définition qui est assez soutenue pour pouvoir se permettre du recadrage, et en particulier le recadrage de l'horizontale à la verticale, où ça nous oblige à sacrifier la moitié de la surface du capteur, donc à passer directement en 12 millions de pixels quand on en a 24, ce qui est une définition tout à fait honorable. Donc pour moi, le 24 millions de pixels est très bien quand on a besoin de se donner du mou pour des recadrages potentiellement difficiles. La tolérance optique sur le Canon R3 est plutôt bonne, hein. Pour rien vous cacher, alors j'utilise des optiques RF, hein, le 28-70, le 70-200 f4, le 14-35 f4, donc ça c'est des optiques qui sont optimisées pour cet univers-là, il pose pas de problème. J'utilise le vieux 135 f2, vous savez, le fameux 135 f2 de 1996, qui a largement fait ses preuves, qui donne de très bons résultats sur Canon R3, pardon, et aussi sur Canon R6 d'ailleurs. J'utilise des Sigma série S, série A, pardon, le 14-24 qui donne d'excellents résultats sur ce capteur, le 24 mm 1.4 qui donne aussi de très bons résultats, et le 24 1.4 qui donne de très bons résultats. Donc, alors par contre, j'ai pas d'optique un peu moins élevée en gamme. Néanmoins, voilà, on a quand même un capteur en piqué qui s'accommode de beaucoup d'optiques, y compris les optiques réflexes qui peuvent dater un peu, en particulier certaines séries A chez Sigma, qui ont bonne réputation, mais qui auraient pu éventuellement montrer leurs limites. Là, c'est pas le cas. On a un IBIS qui permet de descendre de 8 stops. Alors le petit jeu qu'on faisait au début, quand on a acquis les R3, tout, c'était à main levée, on met un grand angle, on met une seconde de pause, et on fait une pause longue de 1 seconde, à main levée, net. Je vous garantis, ça marche. On n'y croit pas, mais ça marche. Alors évidemment, il faut arrêter de respirer, mais ça fonctionne. L'IBIS vous permet de le faire. Donc évidemment, ça veut dire que quand vous allez aborder des situations normales et pas des trucs un peu farfelus, faire des pauses longues sans trépied, évidemment, vous allez avoir une aisance de travail. Enfin, pour ceux qui sont utilisateurs de stabilisation, vous allez avoir une aisance de travail là qui est inimitable. En termes d'ISO, le capteur permettait de monter de 100 à 102 400 ISO, ce qui est considérable. Moi, je l'ai bloqué en ISO automatique, hein, je l'ai bloqué jusqu'à 25 000, parce qu'au-delà de 25 000, je trouve qu'il manque quelque chose. Après, cela étant, souvent, parce qu'on utilise, enfin en tout cas moi j'utilise l'optique à grande ouverture, que j'utilise avec des ouvertures assez fortes, ce qui fait que l'ISO va pas tant flamber que ça, je m'arrête aux 4 chiffres, et puis souvent le 12 500 et le 25 000
ben, je les utilise pas, ces sensibilités-là. Il a de très très bons résultats à 3200 ISO. Il est époustouflant à cette définition-là. Je vous mettrai des exemples tout au long de la vidéo, mais vous verrez, sur l'ISO, il est irréprochable. Et si jamais vous êtes utilisateur DxO avec le tout dernier algorithme, enfin, qui est plus une IA qu'un algorithme d'ailleurs, qui optimise la gestion du bruit de façon absolument époustouflante, vous allez faire des photos avec le R3 à 3200 ISO qui auront une allure de photo à 100 ISO. C'est stupéfiant. Donc là, voilà, je suis absolument enthousiaste là-dessus. En dynamique, alors en dynamique, comment dire? Je vais vous donner 4 chiffres d'abord. Ceux de DxOMark à 100 ISO, il le donne pour 14,65 IL de dynamique, et à 1600 ISO, il le donne pour 12,27 IL de dynamique, c'est considérable. Chez Photon Photo, il le donne à 100 ISO pour 11,91 et 8,53 à 1600 ISO. C'est des valeurs absolument énormes. Alors je vous donne, jusqu'à présent, je vous donnais qu'une seule valeur sur la dynamique. Je vous en donne 4 parce que, comme chacun a son protocole de test, les valeurs sont jamais les mêmes, donc on ne peut pas comparer. Et là, on le voit, deux testeurs différents, on a 2 IL et demi d'écart, modestement. Donc c'est pour ça que si vous voulez comparer des boîtiers entre eux, vous prenez toujours le même testeur avec le même protocole. Le conseil que je vous donne. Cela étant, là ce qu'on voit, c'est que c'est époustouflant. Époustouflant, quand j'ai choisi de passer sur Canon R3, donc de passer de mes Nikon à ça, j'avais 3 boîtiers chez Nikon. J'avais un D810 qui, sur les petits ISO, a une dynamique quasiment égale à celle du R3. Sur les gros ISO, là où j'avais de la performance, c'était le D4S et le D5. Et ce qu'il me fallait, c'était un boîtier qui était capable de les remplacer tous les 3. Donc il fallait qu'il soit bon sur les petits ISO, bon sur les ISO à 4 chiffres et bon sur les ISO à 5 chiffres. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Enfin, à l'époque, tout le monde n'était pas capable de le faire. Là, en l'occurrence, le R3, il m'offre cette capacité. Genre, je peux me passer de ces 3 boîtiers de rêve en les remplaçant par le Canon R3. Il faut savoir aussi sur la dynamique du Canon R3 que le Z9 ou les 2 boîtiers phares de chez Sony, ils ne font pas mieux. Et ça va même légèrement en dessous. Donc là, sur la dynamique, le R3, il est absolument irréprochable. Bien au contraire, c'est une excellente machine. Sur la F, alors sur la F, la sensibilité de détection va de moins 7,5 à plus 20 IL. Donc c'est considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je reprends mes notes parce que j'ai pas encore tout assimilé, mais c'est qu'effectivement, le tout nouveau R1, il fait pas mieux. Enfin, tout quoi, en basse luminosité, il fait pas mieux. En haute luminosité, il est à plus 21, donc il y a un petit mieux. Mais en basse luminosité, il fait pas mieux. Donc là, on n'est pas loin de, à mon avis, d'une limite qui va être difficile à franchir pour les marques. On est sur une performance extrêmement élevée. Génial. Je valide. La détection AF. Le système, alors, qu'est-ce qu'on a sur Canon R3? Sur Canon R3, vous avez un full automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter les gens, etc. Vous le laissez faire. Vous pouvez, au joystick, s'il y a 2 personnes, il va évidemment cibler celle du premier plan, et avec le joystick, vous pouvez l'envoyer sur la personne du second plan. Si vous êtes en portrait, vous choisissez de travailler en automatique, il va se mettre sur l'œil le plus proche, par exemple, là, ça serait celui-là, et au joystick, vous pouvez basculer sur l'autre. D'accord? Donc c'est un mode en full auto où vous avez quand même une possibilité de reprendre la main. Et puis si vous voulez pas être en full auto, vous pouvez mettre au point ou à la zone, cibler un sujet, désigner un sujet, vous pouvez dégadrer tant que vous ne lâchez pas le déclencheur, il garde le sujet, donc peu importe qu'il bouge comme ça dans l'écran. C'est un vrai shark, il ne lâche rien. Et ça en général c'est le système, ce pointage-là, c'est le système qu'on préfère utiliser parce qu'on a une pleine liberté de pouvoir pointer ce qu'on veut et de le faire rapidement avec précision. Le full auto, alors moi j'aime bien l'utiliser, mais quand il n'y a pas de mélange de sujets, parce que souvent il y a quand même une hiérarchie dans les sujets. Si vous avez priorité à la personne et que vous êtes par exemple dans une situation où c'est de la photo d'équitation par exemple, vous allez shooter autant les chevaux que les gens.
Donc si vous avez priorisé l'un sur l'autre, bah, automatiquement l'AF va aller sur celui que vous avez priorisé, alors que vous voulez peut-être aller sur l'autre sujet. Enfin bref. Donc vaut mieux se mettre au point, et comme ça vous désignez directement le sujet qui vous intéresse. Par contre, si c'est du mariage, il y a des gens partout. Vous êtes en priorité aux personnes, et à ce moment-là, ben, avec le joystick, vous pouvez passer d'une personne à l'autre. Autre possibilité pour passer d'un sujet à l'autre, c'est le guidage de l'AF par l'œil. Hein, puisque le R3 a cette fonction, il détecte où regarde votre œil, et vous pouvez positionner le point, pouf, là où vous voulez, seulement en regardant, sans toucher au joystick ni rien. On est sur la première génération de ce système, même si ils avaient fait une tentative sur le j'ai oublié le nom de ce boîtier argentique, il y avait une tentative du même genre. Mais néanmoins, sur ce qui est hybride réflexe numérique, numérique, c'est la première génération de ce système, et la faille, c'est son manque de précision. C'est-à-dire que le pilotage à l'œil va être extrêmement réactif, parce que dès que vous regardez, paf, il va sur le point que vous regardez. Par contre, si vous êtes sur un terrain de sport, foot par exemple, vous êtes d'un côté du terrain, vous avez deux défenseurs, vous avez l'attaquant qui arrive en face entre les deux, vous voulez cibler l'attaquant, et bien automatiquement, il va pas bien comprendre la situation, il va accrocher, parce qu'il n'est pas assez précis, il va accrocher un des deux défenseurs qui vous tourne le dos. Et vous n'allez jamais arriver à choper l'attaquant, en plus souvent avec la dynamique de la situation, là, ça se referme, parce que les défenseurs vont vouloir bloquer, et donc forcément, ça marche pas bien. Voilà. Et vous aurez toujours un autre système, en particulier la désignation au point, un autre système d'AF qui va être plus intéressant que la désignation à l'œil. La désignation à l'œil va marcher en fait quand c'est facile, et malheureusement quand c'est facile, c'est là que vous n'en avez pas besoin. Donc du coup vous l'utilisez pas. Donc cette idée de contrôler l'AF par votre œil, c'est très séduisant. Moi j'y crois. Mais ce dont je suis absolument persuadé, c'est qu'il faudra 3 générations pour que la marque le maîtrise vraiment, et que le discours de Canon, qui consiste à dire qu'ils veulent que leur boîtier soit la prolongation de l'œil, il leur faudra encore une génération de plus, hein, il faudra un R1 Mark II pour que ça soit vraiment performant. Maintenant, on n'a pas encore testé les R1, on ne sait pas si le système est aussi performant que dans leurs promesses, peut-être qu'il l'est, peut-être que mon pronostic sera démenti. Néanmoins, quoi qu'il en soit, sur R3, ça n'est pas encore satisfaisant. On comprend qu'on n'est pas loin du truc, c'est assez amusant à utiliser hein, pour le tester, tout ça, mais sur le terrain, en opération, il y a toujours un autre mode d'AF que vous allez préférer. Et en particulier pour la fiabilité. La rafale, on a du mécanique à 12 images par seconde, donc ça c'est classique et très bien. On a de l'électronique en standard à 30 images par seconde, et on a une mise à jour qui avait permis de le pousser à 195 images par seconde sur un quart de seconde. Bon, je vous le cache pas, c'est très beau en performance, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais le boîtier a la fonction. Le boîtier avait une autre fonction un peu atypique. C'est l'assistance au filet. Donc ça c'est génial parce que si jamais vous faites de la photo de sport, vous voulez faire du filet et que vous n'avez aucune expérience, pas de panique. Grâce à l'assistance au filet du Canon R3, vous êtes nul en filet, vous ferez des bons filets. Je vous assure, moi je fais pas de photo de sport, d'accord, donc j'ai pas cette expérience, j'ai pas fait cet apprentissage. J'ai voulu tester, j'ai fait des bons filets alors que je sais pas faire. Objectivement, j'ai jamais appris, donc je sais pas faire. J'ai réussi des bons filets du premier coup. Donc là, le système, tant il y a des choses sur lesquelles je doute, des fonctions où ils me paraissent un peu geek, un peu folles, un peu inutiles, genre 195 images par seconde, et allez m'expliquer à quoi ça sert. Ça, par contre, quelqu'un qui fait vraiment du sport, là j'y crois, parce que vous pourrez plus rater vos filets, vous allez faire des bons filets à tous les coups, donc c'est bon pour vous, voilà. En vidéo, évidemment, les boîtiers aujourd'hui sont très attendus, parce que à minima, les photographes ont souvent besoin de se dépanner, parce qu'en plus des photos, on va leur demander de faire des vidéos, donc il faut que le boîtier soit facile à exploiter en vidéo pour un photographe. Et puis les vidéastes, comme ils voient arriver des fonctions vidéo sur les appareils photo, ils commencent à envisager de les utiliser, en particulier
parce qu'on a de très bons systèmes d'AF. Donc ça les intéresse. Donc sur le R3, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a le super système d'AF, mais on a de la 6K 60, de la 4K 120, de la Full HD 240, du C-Log 1 et C-Log 3, donc du gamma logarithmique, donc en 10 bits. On a du ProRes, donc ça c'est pour pouvoir faire de la 6K, parce que la 6K n'est disponible qu'en ProRes sur le Canon R3, en 12 bits. C'est absolument génial, seulement si jamais je fais un face cam, là, comme ça, avec le R3, en ProRes, 6K, 12 bits, au bout de 5 minutes, ma carte 228 Go, elle est blindée. Ouais. Donc ça veut dire que forcément c'est un enregistrement sur disque dur externe parce que c'est considérable. Le ProRes évidemment en termes qualitatifs c'est aussi considérable en termes d'exigence. Je suis pas certain que tout le monde ait besoin de faire de la 6K ProRes. Ce qui manque dans le R3 réellement sur les grosses définitions, sur la définition 6K en particulier, c'est que les ingénieurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas tilté, qu'on pouvait avoir envie de faire de la 6K en IPB. Exemple simple, nous youtubeurs, on fait de la 4K, et si on veut faire un Vertigo 4K et garder la définition 4K, il faut tourner avec une définition un petit peu plus élevée, moi une petite 5K. Mais on va pas la faire en ProRes, ça vaut pas le coup. Pour la qualité qu'on a sur YouTube, on peut le faire en IPB. Mais oui, sauf qu'avec le R3, on peut pas. Pas de bol. Par contre, en 4K, vous avez tout. Hein. IPB, ALI, IPB compressé, bim, 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 tout. Mais pas de ProRes, 4K, il n'y a pas de ProRes. Par contre, vous avez du gamma logarithmique en 10 bits, ce qui est quand même une très bonne capacité. Vous pouvez faire du cinéma avec ça. Ou au moins du court-métrage. Ou alors de la très belle vidéo de mariage. Je suis sûr qu'il y en a qui le font parmi vous, n'est-ce pas? Donc en vidéo, on a une très très bonne machine avec très grosse capacité. Ce qui va peut-être poser question par contre sur la vidéo avec le Canon R3, c'est que si vous utilisez un Ronin par exemple, c'est assez lourd, comme vous équipez pas mal, vous allez peut-être préférer un R6 ou un R5 parce que du coup le boîtier est un petit peu plus léger et ça vous permet un petit peu de vous alléger les épaules. Et pour moi, en termes justement tout ce qui est ProRes, 6K, IPB, machin, etc., le R5, premier du nom, est plus facile à utiliser parce que vous avez plus de sous-options. Et voilà, donc mon avis pour la vidéo, c'est peut-être le R5. Si vous utilisez des grosses defs en particulier, c'est peut-être le R5 qui est la meilleure option. Cela étant, voilà, le R3 a très très grosse capacité. À l'époque, quand le boîtier R3 a été lancé, il a été lancé à 6 000 €. Il est très vite monté à 6 500 €. Ouais, c'est pas commun. Le boîtier qui monte en prix. Aujourd'hui, il est redescendu en boîtier neuf. On le trouve encore à 5 700 €. Pendant combien de temps est-ce qu'il sera encore disponible au catalogue avec le R1 en face, hein, qui est clairement un R3 Mark II, hein, on va pas se le cacher. Je vous renvoie à ma vidéo sur la sortie du R1. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, le R1, c'était juste un commentaire sur l'annonce qui a été faite. Mais néanmoins, voilà, clairement, je pense que début d'année prochaine, on va avoir du mal à trouver des R3 en neuf. Mais aux alentours de 5 700 €, peut-être même qu'il va baisser encore un peu, ça en fait une très très bonne occasion. Une très bonne opportunité, pardon. Et en occasion, aujourd'hui, le R3, on le trouve à 4 300 €. Je pense qu'il va baisser un peu en prix, avec deux effets conjugués. Premièrement, on va voir arriver des clients R1 qui vont, pour certains, se débarrasser de leur R3. Et d'autre part, on va avoir aussi des gens qui vont vouloir switcher sur du R5 Mark II. Et donc du coup, ça va tendre, à mon avis, à faire baisser les prix du R3 en occasion, ce qui du coup va en faire une très très bonne occasion, parce qu'un boîtier avec ses capacités hors normes, c'est clairement un boîtier qui est capable de tout prendre en charge, hein, l'animalier, le sport, le portrait, etc. On peut tout faire avec, on peut faire de la photo de paysage, parce qu'il y a une dynamique excellente. Moi, je m'en sers à faire mes pauses longues, hein, par exemple. Hein. Donc, et ça passe aussi bien qu'à l'époque où j'avais mon Nikon D810 avec sa def et sa dynamique, hein, sa def de 36 millions de pixels. Voilà, je remplace mon D810 en pose longue par le Canon R3 à 24 millions de pixels. Donc voilà, c'est le boîtier capable de tout, qui aujourd'hui, très rapidement à mon avis, va se vendre à moins de 4 000 € en occasion. Ça sera une occasion en or, moyennant
évidemment en occasion d'être prudent, d'acheter des boîtiers qui n'ont pas subi de coup de pied, si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, la disponibilité du R3 est assez moyenne et aléatoire, hein. Des fois il y a des petites vagues, des fois on n'en trouve pas, bon. Mais à mon avis ça va se densifier, parce que vous avez des boîtiers de geek qui arrivent et qui vont mettre sur le marché les R3, et probablement quand le R1 Mark II va arriver, en général c'est la génération N+2 qui fait sortir les anciens boîtiers. Donc, à mon avis, on aura une vague de R3 quand le R1 Mark II va arriver sur le marché. Alors, vous êtes habitué à mes vidéos sur l'occasion où j'essaie de vous mettre en balance avec le boîtier analysé, d'autres boîtiers dans la même gamme de prix ou à peu près. Donc là, on va essayer de se donner à cet exercice, qui n'est pas facile, hein, parce qu'on est quand même sur un boîtier d'occasion à 4300 €, qui va probablement, dans les prochains mois, finir à 4000 balles. Donc on va essayer de se situer dans cette fourchette-là. Néanmoins, il y a un impair que je peux pas faire, c'est je suis obligé de comparer le R3 avec le R1, évidemment boîtier neuf, même s'il n'est pas du tout dans le même prix aujourd'hui. Alors le R1, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est un monobloc, 1 kg 115 grammes. Je vais pas refaire toute la fiche technique, parce que en fait je vais moitié répéter ce que j'ai dit sur le R3. Qu'est-ce qu'on peut dire du R1? Le R1, c'est clairement un R3 Mark II, c'est-à-dire que c'est une évolution substantielle quand même, rappelons-le, du R3. Quels sont les vrais plus du R1? Les vrais plus du R1, pour moi, c'est qu'en vidéo, vous avez du C-Log 2, donc ça veut dire que vous avez un gamma logarithmique de meilleure qualité que ce qu'on avait déjà, alors qui n'était pas mauvais, hein, mais les vidéastes veulent plus. Voilà. Donc on a un petit plus avec le C-Log 2. On a une augmentation de la rafale max, enfin en standard, hein, donc la rafale à 30 images secondes en électronique qui va passer à 40 images par seconde. Bon, pour moi, c'est pas réellement significatif, mais il y a des gens qui y accordent de l'importance. La nouveauté qui est vraiment importante, et que j'ai renoncé à espérer sur Canon R3 avec les mises à jour, c'est la pré-capture. Vous êtes en mode rafale, vous appuyez, et quand vous appuyez, il mémorise la demi-seconde qu'il a pré-enregistrée. Ça veut dire que y a un oiseau sur sa branche, vous attendez son décollage pour faire l'attitude où il se lance de la branche. Ça, à tous les coups, on loupe parce qu'on n'est jamais assez réactif. Et bien avec la pré-capture, on le fait. On le fait tranquille, sans effort, ou presque. Donc ça, c'est une nouveauté qui est vraiment importante sur Canon R1. Autre nouveauté sur Canon R1, c'est le pilotage de l'AF à l'œil. Sur R3, on a vu tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour moi, c'est une technologie qui a de l'avenir, moyennant que Canon la fasse maturer à mesure qu'il l'expérimente de génération en génération. Donc là, on a une deuxième génération sur Canon R1. Ils nous ont expliqué qu'ils ont amélioré la précision, notamment au niveau de l'oculaire, et aussi de son réglage, parce qu'évidemment, pour ce système, il faut l'étalonner avec son œil. Ce truc est pas facile à faire, facile à rater. Si évidemment c'est mal fait, ça fonctionnera mal derrière. Donc sur Canon R1, ils ont amélioré, aussi pour le Canon R5 Mark II, ils ont amélioré ce système. Donc est-ce que c'est aussi bon que la promesse? Je ne sais pas, on verra quand on l'aura testé. J'espère que ça l'est, mais à mon avis, il leur faudra une troisième génération pour que ça soit réellement mature. Maintenant, avec les performances de l'AF qu'il y a dans ces boîtiers, sans le pilotage à l'œil, c'est déjà extraordinaire. Je dis ça, je dis rien. Pour ce qui est du capteur sur le R1, pour l'instant, on n'a pas les retours, on ne connaît pas la dynamique, on ne sait pas ce qu'il donne en ISO, on ne sait pas s'il sera aussi bon ou meilleur que le R3. On espère qu'il sera minimum aussi bon, parce que bon, là, la marque ne peut pas se discréditer en faisant moins bon, ça ferait tâche. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup de mettre 7500 balles à tout prix dans le R1? Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement convaincu. J'ai envie de dire, si on a envie d'acheter du rêve, oui, on prend un R1, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, moi, je ne vais pas me précipiter sur un R1. Je suis extrêmement satisfait de mon R3. Dans la majorité des usages, en réalité, il n'est jamais à fond. Il n'est jamais à fond, même sur de la photo un peu action. L'AF, il répond largement. En dynamique, en ISO, il répond largement. Je vous disais que je le bride à 25 000 ISO et que souvent je reste dans des ISO à 4 chiffres. Et il est extraordinaire sur ce registre-là. Donc ça veut dire que
les marques, à force de nous proposer de la surenchère technologique, les boîtiers de génération antérieure ont tellement été surenchéris technologiquement parlant qu'on va finir par ne plus avoir aucun intérêt à acheter les nouveautés. Et bien là, clairement, moi j'ai ce ressenti avec le R1, c'est-à-dire qu'on a un boîtier qui est très beau sur le papier, qui probablement dans la vraie vie sera très beau en utilisation, mais je me dis que dans le fond, j'ai pas besoin de ça. Pas forcément un discours qui va peut-être plaire à la marque, mais voilà, peut-être que quand je l'aurai en main, j'aurai un autre discours. Peut-être qu'il y a des choses qui sont game changer parce qu'il y a réellement, voilà, il y a une évolution substantielle. Pour l'instant, sur le papier, voilà, moi, je suis pas convaincu. Voilà. Mais néanmoins, la fiche technique est belle. Deuxième comparatif que je vais faire avec le Canon R1, je vais le comparer au R5 Mark II, puisque le R5 Mark II nous est proposé aujourd'hui en neuf à 4 800 €, que probablement dans les mois à venir, il y aura sûrement des petites baisses. Donc ça veut dire qu'on sera pas loin du 4 300 € du Canon R3. Et que le Canon R1 étant la dernière génération, le Canon R5 Mark II, pardon, faisant partie de la dernière génération avec le R1, il va nous proposer des choses que nous n'avons pas sur le Canon R3. Alors je vais pas reprendre toute la fiche du Canon R5 Mark II, d'habitude je le fais mais là je vais pas le reprendre. Donc le R5 Mark II, hein, pour aller à l'essentiel, c'est un boîtier traditionnel, hein, c'est pas un monobloc, c'est un hybride pro, 45 millions de pixels. Aujourd'hui on n'a pas de données sur la dynamique, puisqu'il est à peine annoncé, il est même pas sur le marché. Au moment où je tourne la vidéo, il le sera quand je la diffuserai sûrement. On a un boîtier qui va de 100 à 51 000 ISO, donc c'est une grosse capacité, comme l'était en fait son prédécesseur, le R5. On a une détection moins 6,5 à plus 21 IL, là où va y avoir un plus par rapport au R3, c'est sur l'autofocus, puisqu'on a le Mark III, enfin la nouvelle génération d'autofocus par rapport au R3, pardon, et que du coup ils ont tout amélioré. Ils ont tout amélioré, on a la détection de l'œil améliorée, on a la détection de forme améliorée, donc vous allez avoir une amélioration substantielle de l'AF par rapport au R3, donc ça c'est intéressant, parce que finalement c'est là que va se jouer la partie. Parce que pour moi la définition supplémentaire c'est peut-être plus un handicap qu'un atout, mais par contre l'AF là va vous apporter quelque chose. Là où vous avez également un atout considérable, sur la rafale, vous allez être à égalité, hein, 30 images en électro, 12 en mécanique, c'est pareil que le R3. Par contre, vous avez la précapture qu'on n'a pas sur le R3 et que vraisemblablement on n'aura jamais en mise à jour, sauf à pirater le logiciel nous-mêmes. Mais bref, je vous encourage pas à le faire. Et en vidéo, évidemment en vidéo, on est sur de la 8K, hein, donc ce qu'on n'a pas évidemment sur Canon R3. Maintenant, est-ce qu'on l'utilise vraiment, la 8K, la 6K? Moi j'ai des doutes. Mais bon, voilà, ça fait partie des performances du R5 Mark II. Donc voilà, la question c'est, avez-vous besoin de la précapture? Avez-vous besoin du dernier AF, en sachant que la précédente génération, celle du R3, était absolument époustouflante? Avez-vous besoin du 45 millions de pixels? Et c'est ça qui vous dira si vous avez besoin de basculer du R3 vers le R5 Mark II, ou si il faut privilégier l'investissement sur un R3. Moi, je suis convaincu par le R3. Mais voilà, tout le monde n'est pas dans la même situation. Troisième exemple que je voulais comparer avec le R3, eh ben, c'est tout simplement son prédécesseur, le 1DX Mark III, qui bien évidemment n'est pas un hybride, n'est pas un série R, qui est un réflexe traditionnel, le tout dernier de sa génération, le dernier monobloc probablement de la marque Canon en réflexe, un boîtier de 1 kg 250, enfin 1250, oui, donc 1 kg 250, donc un peu plus lourd que le Canon R3, mais qui était déjà un défi en soi, hein, puisque ça a été comparé au réflexe Nikon qui pèse 1,5 kg. Il y a un écart substantiel. Mais n'oublions pas que le R3 ne fait que 1 kg, et ça, c'est extraordinaire.
La définition du capteur du 1DX Mark III était de 20 millions, alors rappelons-le, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la définition, 20 millions de pixels, c'est une très bonne définition. C'est un très bon compromis entre la tolérance optique, un niveau de sensibilité qui est très intéressant, parce que du coup les photoïcides sont plus gros, et les marques souvent savent faire des choses meilleures avec ces capteurs-là. Donc pour moi, 20 millions de pixels, c'est une bonne valeur de travail. Donc là, je plaide. La tolérance optique, on l'a dit, elle est très bonne sur ces boîtiers-là. La montée en ISO, 100 ISO à 25600 ISO, alors moi j'ai envie de dire ça tombe bien, parce que c'est à cette valeur-là que je limite la montée en ISO de mes boîtiers. Je faisais pareil chez Nikon. C'est la limite où on est bien. Cela étant, on a tendance tous à utiliser des optiques, et c'est le plus important dans ce qu'on fait, des optiques qui ouvrent un peu fort et à les ouvrir un peu fort, et justement ça amène à utiliser des ISO qui vont souvent pas plus loin que les ISO à 4 chiffres, donc les ISO à 5 chiffres on les utilise moins. Et puis n'oublions pas que si vous avez des DxO dernière génération avec son algorithme qui en réalité est une IA, votre débruitage est tellement extraordinaire que, ben, en définitive, une photo à 1600 ISO ressemble à une photo à 100 ISO. Ouais, faites l'expérience. Sur la dynamique, alors la dynamique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la dynamique pour un petit peu reprendre les bases de ça. Je vais vous donner maintenant non pas un chiffre comme je faisais avant, mais 4, parce que suivant le testeur, le protocole n'est pas le même et les résultats ne sont pas les mêmes, et on ne peut même pas comparer. Donc là, je vous donne 2 testeurs et 2 valeurs chez chaque testeur. Chez DxOMark, à 100 ISO, il est à 11,97 IL, et à 1600 ISO, il est à 9,95. C'est plutôt un bon chiffre, on est loin de ce que est capable de faire le R3, hein, puisqu'un R3, il va avoir bas mot 2 IL et demi de plus. Et puis chez Photon Photo, on le donne à 100 ISO à 11,25 et à 1600 ISO à 8,07. Donc c'est des bons chiffres. C'est pas des chiffres stratosphériques comme ceux du R3 qui est extraordinaire sur la question de la dynamique, mais voilà, le 1DX Mark III est bon en dynamique, on peut le dire. Du coup, c'est un boîtier qu'on peut se permettre d'envisager pour beaucoup d'usages. Sur la F, on avait un système de détection, donc c'était le nom, le Dual Pixel. Ça dont j'arrivais pas à me souvenir tout à l'heure, je suis désolé. La première génération du Dual Pixel sur ces réflexes, qui avait une sensibilité de -4 à +21 IL, donc c'est une bonne performance, mais qui évidemment ne rejoint pas ce qu'on sait faire sur les hybrides, hein, même sur un simple petit R6 premier du nom. On est meilleur que ça, mais néanmoins c'est une bonne performance, ne l'oublions pas. On avait 191 collimateurs, ce qui permettait de bien positionner son point, d'avoir une souplesse d'emploi. Donc ça, c'est indiscutable, c'est un très bon outil. Et puis en rafale, on avait un boîtier qui avait une rafale de 16 à 20 images secondes, suivant le mode dans lequel on le mettait. Donc ça, pour du réflexe, c'est carrément stratosphérique. Donc bon, on va plaider sa cause, en sachant que moi je reste convaincu par 12 images secondes mécaniques. Voilà. Donc là, quand je vois des valeurs comme ça, je me dis, il y a ce qu'il faut. En vidéo, alors en vidéo, je suis pas pour les réflexes, pour une raison très simple, c'est que nous photographes, quand on utilise le mode vidéo, c'est pour se dépanner. Souvent, on n'est pas vidéaste, donc ça veut dire qu'on n'est pas accoutumé à la mise au point à la main, follow focus, à ces trucs-là. Les vidéastes ils ont appris en fait à se servir de ça, donc ils ont l'habitude, c'est naturel. Nous, c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'on veut utiliser l'AF en mode fiable sur notre boîtier. C'est ce que les réflexes ne savent pas faire, ou ils savent pas bien le faire. Du coup, j'ai tendance à vous dire, si vous avez besoin de vous dépanner en vidéo avec un boîtier qui est fiable, il vous faut forcément un hybride, parce que c'est là que vous l'avez, la fiabilité, la facilité d'emploi en vidéo, en full auto. Donc là, je vais quand même vous parler de ce que c'est faire le 1DX Mark III, mais je vous encourage pas à acheter ce boîtier-là pour faire de la vidéo, sauf si vous êtes vraiment vidéaste et que vous savez vous servir des modes d'utilisation et d'ergonomie habituels en vidéo. Là, on a de la 5,5K 60, donc ça c'est pas mal pour faire du crop ou utiliser la réserve de cadrage qu'on utilise en cinéma, en fiction en particulier. De la 4K 60, donc c'est pas mal. Vous avez aujourd'hui, on a quasiment de la 4K 120 sur toutes les bécanes. Donc c'est bien, mais clairement c'est dépassé.
La Full HD 120, c'est bien. On avait du C-Log 1 et C-Log 3, donc c'est bien aussi. Ça veut dire qu'on a du 10 bits, hein, là. Donc on a une belle qualité vidéo. On a des possibilités. C'est un boîtier qui peut être utilisé par des vidéastes, hein, comme je disais tout à l'heure, qui savent faire du follow focus et qui vont pouvoir utiliser la mise au point manuelle avec des modes de qualité vidéo qui sont assez élevés et assez exigeants, parce que finalement avec ça vous pouvez tourner de la fiction tout simplement, faire du court-métrage en étant qualitatif. Le 1DX Mark III était vendu à l'époque à 7300 € à sa sortie. Donc c'était assez considérable. Aujourd'hui en occasion, on le trouve aux alentours de 3000 €. Je pense que c'est un boîtier qui va continuer à décoter fortement au cours des prochains mois, because arrivée du Canon R1 qui va à mon avis faire sortir... ce qui fait sortir les boîtiers, c'est la génération N+2. Donc là, clairement, le R1 qui vient d'arriver, enfin qui va arriver dans les prochains mois, c'est le N+2 par rapport au 1DX Mark III, donc il va les faire sortir sur le marché de l'occasion. Là où je serais prudent, c'est qu'on se rend compte, quand on regarde le marché de l'occasion, que les boîtiers pro Canon, c'est pas ce qui est le plus répandu. Les gens, a priori, les gardent, ou quand ils veulent s'en séparer, souvent ils ont un copain qui le veut, et ça se fait de la main à la main, et ça n'atterrit pas sur le marché de l'occasion. Donc, prudence, parce que pour l'instant on n'en voit pas beaucoup, mais on va voir. À mon avis, il faut guetter les prochains mois, ce que va générer, ce que va susciter le Canon R1 et aussi le Canon R5 Mark II, parce que je pense que le Canon R5 Mark II va faire sortir du bois des occasions en 1DX Mark III. Maintenant voilà, 3000 €, c'est pas tout à fait comparable, hein, à un R3 qui est à 4300 € et dans les prochains mois probablement à 4000. Il y a plus de 1000 € d'écart. 3000 €, c'est aussi le prix d'un R6 Mark II qui est un excellent boîtier pour la photo. Pour la vidéo, il y a un rolling shutter qui peut être pénalisant. Donc on a de la fluidité d'emploi en vidéo parce que le full auto marche à fond, parce qu'il y a plein de fonctions qu'on n'a pas sur un DX Mark III. Mais du coup, en photo, par contre, je pense que pour 3000 €, moi je préférerais un R6 Mark II. Peut-être parce que aujourd'hui j'ai un R3, mais j'ai aussi un R6 premier du nom. Donc je connais la valeur du bébé R6 premier du nom, et sachant que le R6 Mark II, évidemment, a des évolutions substantielles, en particulier sur son capteur, je serais tenté, en pleine confiance, de prendre un R6 Mark II plutôt qu'un DX Mark III, d'autant plus qu'avec le R6 Mark II, vous achetez de la légèreté, ce que vous n'aurez pas avec un 1,2 kg de boîtier monobloc. Avant de conclure sur le R3 en occasion, d'abord je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, parce qu'évidemment c'est grâce à votre soutien que cette chaîne tourne, hein, parce que aujourd'hui j'ai fait le choix de ne pas être sponsorisé. Je fais des partenariats parce que j'ai besoin de me faire prêter des boîtiers, des optiques, etc. pour certains tests où j'ai pas le matériel, parce que jusqu'à présent j'ai fait beaucoup de vidéos avec mes matériels personnels, mais à force j'ai épuisé, ou je vais arriver à épuisement. Et puis vous êtes aussi demandeur de tests sur du matos que je n'ai pas, vous êtes curieux, moi aussi. Donc je me fais prêter souvent du matos par les uns et par les autres, donc je fais des partenariats, mais non rémunérés, hein, ici, voilà, c'est une chaîne non sponsor. Pour revenir au R3, évidemment, à qui je vais conseiller le R3 et à qui je vais conseiller les alternatives que je vous ai évoquées. Pour moi, le R3, c'est un boîtier qui est capable de tout. Absolument tous les sujets. Il peut attaquer tous les sujets sans aucune exception. L'expérience que j'en ai depuis que je l'ai, donc depuis sa sortie, et du coup ça fait un paquet d'années, hein, maintenant ça fait 3 ans, c'est que on a toujours l'impression que jamais on le pousse à fond. Et quand bien même on pousse une performance assez élevée, par exemple on va faire une photo d'action, et donc c'est l'AF qui va être fortement sollicité, souvent les autres atouts sont pas sollicités à fond. C'est pas l'ISO qui va flamber, ou c'est pas la dynamique qui va être sollicitée à fond. Donc on a un boîtier où on a toujours ce sentiment que il en a toujours sous la pédale, vous voyez. Il est tellement performant qu'on a cette sensation-là. Après, ce qu'il en est réellement, je veux dire, quand vous êtes sur le bord d'un terrain, ou vous êtes à faire de l'animalier,
L'AF, il est à bloc, hein, faut pas se mentir, il est à fond, mais vous avez cette espèce d'impression de facilité. Donc c'est un boîtier, clairement, j'adore, parce que vous avez cette impression de facilité. Vous avez un boîtier qui est très agréable, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, souvent j'en parle quand on a des boîtiers agréables à la prise en main, mais on a ce look atypique avec cette espèce de grippe là, une forme un peu nid d'abeille, qui est esthétiquement agréable, et à la main, sous la main, on est bien. Voilà, les poignets sont faciles à prendre en main, et agréables. Donc voilà, en ergonomie, on a quelque chose de vraiment très très bien. En performance, donc je vais me répéter, mais extraordinaire. Et puis, alors les autres alternatives, le R5 Mark II, moi je vais le conseiller si vous avez vraiment besoin de pousser, si vous faites du sport ou de l'animalier, peut-être que c'est là que vous avez besoin d'un AF. D'accord, j'en suis pas sûr. Parce que testez-le, le R3. Vous allez vous rendre compte très vite que c'est de la folie. Si vous avez besoin de plus de définition, vous allez peut-être plus passer sur un R5, Mark II ou Mark I, peu importe. Si vous voulez rêver, bah, c'est peut-être le R1 que vous allez choisir. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'utilisation, si vous achetez un R3, un, vous ne serez pas déçu, et deux, vous aurez un outil de rêve. Sur ces bonnes paroles, amusez-vous bien avec le boîtier que vous avez, faites de belles photos, montez des super projets, réalisez-les, et surtout, à très bientôt. Merci beaucoup.